mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Libre à chacun d'y trouver ce qu'il voudra. Une autre vie, je m'immerge jusqu'aux dents. Serre donc ma main, tout lâcher pour l'écrivain. Michel Corotti, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et Walter City, bonsoir. Merci à vous également. Alors, quelques mots de présentation. Michel Corotti, originaire de Sartène, vous avez été enseignante en lettres classiques et de cinéma au lycée de Bastia. Aujourd'hui auteur, mais aussi artiste et illustratrice, vous avez publié 6 ouvrages, parmi lesquels 4 romans, dont 3 co-signés avec l'historien Philippe Peretti, ici présent. La Corse et l'Italie sont le théâtre principal de ces livres, tous parus chez l'éditeur Alain Piazzolla. Citons dans l'ordre chronologique Petite Italie, sorti en 2014, qui raconte l'histoire d'un consul italien nommé à Bastia en 1935, Les mauvais sujets en 2016, ou encore Entre chien et loup, paru en 2019. Vous êtes également présidente du Festival du film méditerranéen Arte Mare, qui fêtera en 2024 sa 42e édition à Bastia. Arte Mare est à l'origine depuis 2001 du prix littéraire Ulysse, décerné chaque année à un premier roman et à l'ensemble d'une œuvre au cœur de l'espace méditerranéen. Vous êtes aussi l'une des organisatrices du festival Histoire en mai, rencontre littéraire, encore une fois, autour du livre d'histoire et de fiction historique, qui ont rendu cette année un hommage appuyé au Canticorzi de l'écrivain italien Niccolò Tomasi. Nous allons évoquer ce soir votre dernier livre, Piazza Porta, paru l'année dernière chez Alain Piazzolla, ainsi que plus largement les sujets évidemment en lien avec le propos de notre débat. Walter City, rebonsoir. Natif de Modène en Émilie-Romagne, vous êtes aujourd'hui considéré comme l'un des écrivains les plus importants, les plus originaux et probablement les plus disruptifs, pour ne pas dire subversifs, de l'Italie contemporaine. Professeur formé à l'École normale supérieure de Pise, où vous avez d'ailleurs enseigné la littérature à l'Université de Pise, vous êtes aussi critique littéraire, auteur de plusieurs essais importants consacrés à la poésie italienne et spécialiste de Pier Paolo Pasolini, dont vous avez dirigé l'édition des œuvres complètes chez Mondadori dans la collection I Meridiani. Vous entamez à partir des années 90 une carrière de romancier par la parution de Leçons de nu en 1994, chez Einaudi. J'étais tout petit en 1914. Livre fondateur qui formera ensuite, avec Une douleur normale en 1999 et Trop de paradis en 2006, le premier opus de votre trilogie intitulée Il Dio Impossibile. De nombreux romans, récits, articles et nouvelles suivront, parmi lesquels Résister ne sert à rien, lauréat du prix Strega en 2013 et publié en France l'année suivante par les éditions Métellier. Plusieurs de vos livres sont d'ailleurs traduits en français et publiés aux éditions Verdier, comme La Contagion ou encore Au nom de Dieu. Votre dernier ouvrage, I figli sono finiti, vient de paraître en Italie chez Rizzoli, malheureusement sans traduction française pour le moment. Nous allons évoquer ce soir votre œuvre, mais aussi, évidemment, la thématique d'ensemble de ces rencontres. Alors, justement, Walter City, quand nous discutions entre 2 débats de ces rencontres littéraires, vous m'avez livré une réflexion extrêmement intéressante au sujet du titre de ces rencontres, Troublante familiarité. Oui, évidemment, quand j'ai lu le titre, j'ai pensé, en toute ingénuité, que c'était la traduction d'un mot allemand qui est unheimlich, qui a été traduit en français dans les œuvres de Freud comme le perturbant. Voilà, inquiétant, absolument. Oui. Merci Claude Arnaud. Et donc, elle m'a dit non, que ce n'était pas ça la dérivation du titre. Ça m'a étonné parce que vraiment, je pensais que ça venait de là. Alors j'ai réfléchi que, selon Freud, le unheimlich, c'est quelque chose qu'on a connu dans l'enfance et puis on l'a refoulé et quand elle revient à l'âge adulte, ça lui donne quelque chose d'inquiétant
parce que c'est quelque chose que, en même temps, nous connaissons et nous ne connaissons pas. Alors je pensais, enfin, en toute ingénuité comme auparavant, que ça c'était un peu ce que vous voulez dire, parce que j'ai l'impression, je ne connais pas bien la Corse, mais j'ai l'impression que tout l'attachement aux racines, qui est typique, l'attachement aux traditions par exemple, c'est quelque chose qu'on a vécu en Italie aussi. On a vécu par exemple au temps de mes grands-pères, de ma grand-mère, etc. Et encore quand j'étais tout petit, je suis né dans une maison de campagne et c'était un peu comme ça. Mais cette culture a été vraiment refoulée en Italie par toute la vague américaine. C'est-à-dire que les mots anglais, pour mieux dire américains, sont entrés en force dans la langue italienne. Maintenant, on n'est plus possible d'écrire une langue parlée en Italie sans y mettre beaucoup de termes anglais, etc. Même dans les classes basses, même dans le borgate, par exemple. Et au point de vue culturel, c'est-à-dire que toute la technologie, etc., on peut dire que l'Amérique a, comment dire, a colonisé la culture italienne et même l'inconscient italien. Et donc, après cette vague, quand on revient dans une chose qu'on a connue une cinquantaine, une centaine d'années, il y a une centaine d'années, vraiment ça donne une impression un peu inquiétante parce que c'est quelque chose qui fait part de nous et en même temps n'est pas vraiment nous maintenant. Et alors je pensais que c'était un peu ça. Mais ça peut être une des interprétations du titre, effectivement. Le trouble n'est pas forcément toujours inquiétant non plus, justement. Non. Michel Corotti, peut-être une réflexion là-dessus également. Du haut de mon analyse interminable, et pas terminée, cette idée d'inquiétante étrangeté ou de troublante familiarité m'est assez familière, mais en même temps, je dirais que après avoir subi un nom un peu catastrophique, puisque je m'appelle Corotti, ce qui peut signifier les corrompus, mon rapport à la famille et le questionnement a été riche et abondant, et je ne suis plus ni inquiète ni troublée par le fait que je suis, je le crois, française, italienne et corse à la fois, et que j'assume bien volontiers tout ça sans aucun problème. Et puis, alors je ne peux pas dire un trouble s'éleva dans mon âme éperdue, parce que s'il s'éleva, il ne s'élève plus. Et troublé, je trouve que c'est un mot merveilleux, parce que justement, c'est le début. Troublé, c'est un mot merveilleux parce que c'est le début d'un amour, non? Oui. On commence toujours par être troublé par l'autre. En général, oui. Voilà. Donc, troublé ou manque d'argent, par exemple. Oui. Merci. Alors, une question peut-être pour que le public puisse appréhender le sens de votre démarche à tous les deux. Pourquoi avez-vous choisi, d'abord, pourquoi écrivez-vous peut-être, et pourquoi avoir choisi la forme romanesque, la fiction historique en particulier pour vous, Michel Corotti, et le roman pour vous, Walter Citti? C'est moi qui commence? Oui, oui. Merci. Bon, j'ai l'impression que pour moi, l'origine du besoin d'écrire d'une façon créative, je faisais les critiques littéraires auparavant, ça a été la honte. C'est-à-dire que j'avais l'impression que ce que j'étais au fond n'était pas partagé presque par personne, et dont je pensais moi-même comme quelqu'un d'un peu monstrueux.
et j'avais honte de le dire. Mais j'avais besoin de le dire pour ne me suicider pas, c'est-à-dire. Et j'ai commencé à écrire sur une machine, pas sur un ordinateur, parce que c'était le 1982 quand j'ai commencé. Et il arrivait que, à force de corriger, etc., on avait besoin de refaire à la machine les pages. Et donc, j'allais chez une typographie, mais je pensais que pendant que la dame écrivait, elle devait lire ce que j'avais écrit. Et donc, j'avais honte d'aller lui retirer les pages, et j'envoyais un ami à le faire parce que je ne voulais pas qu'elle associait ce qu'elle avait lu avec ma face. Et donc vraiment, je crois qu'au commencement, il y a eu la honte. Après, peut-être, et donc de la honte vient, ce qu'en Italie a été un peu une invention, parce que je ne savais pas qu'elle s'appelait comme ça, de l'autofiction. Oui, on va en parler. On avait déjà fait des autofictions, je crois, en France, mais je ne connaissais pas le livre Fils. Je dis tout simplement, je dois dire certaines choses, mais j'ai honte de le dire avec ma voix, comme moi-même. Et donc, je pourrais peut-être feindre que c'est une fiction de quelqu'un qui a mon nom, mais ne fait pas les choses que j'ai fait. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai lu, je me rappelle, un livre français qui s'appelait Le Pacte littéraire de Lejeune. Et j'ai marqué tous les trucs de l'autobiographie qu'il disait que c'était typique de l'autobiographie et tout ça. Et donc j'ai mis les trucs dans le livre pour que les gens croyaient que c'était vraiment une autobiographie. Mais les choses que je racontais, c'était beaucoup pire que celles que j'avais vraiment fait. Et donc le monsieur qui avait mon nom, c'était un monsieur beaucoup plus méchant que moi. Et les gens y ont cru à ça. Quand ils ont lu le livre, la chose la plus drôle, ça a été que, par exemple, un cher collègue que je connaissais déjà bien, c'était un ami qui est Domenico Starnone, m'a invité, après avoir lu mon livre, m'a invité à dîner chez lui. Et tandis que dans le livre, le protagoniste, à un certain moment, égorge une chatte, il a cloué sa chatte dans la salle de bain parce qu'il ne voulait pas courir des risques. Tout ça. Et donc, je me suis trouvé avoir comme miroir quelqu'un qui était plus méchant que moi. Et ça m'a un peu libéré de la honte. Nous allons en reparler de cet alter ego que vous venez d'évoquer. Michel Corot, il a question sur la fiction historique, justement. Alors, moi, à l'origine, était l'ennui, car il faut avoir connu les longs étés à Sartène, à attendre 17h ou 17h30 pour descendre à la plage. Donc, j'ai commencé par lire tous les livres de la bibliothèque, par exemple, tout Zola en plein ski vertex, du plastique, les couvertures en plastique. Et j'ai tellement lu que je crois que je ne suis constituée presque que de ça, de romans. Et parmi ces romans, il y avait les romans historiques, et en particulier Zévaco, qui est originaire d'Ajaccio. Zévaco, qui derrière Pardaillan et Fausta, cachait des idées très libérales, et puis Walter Scott, etc. Et donc, un jour, à force d'aimer les romans des autres, et un peu poussé par un entourage affectueux,
j'ai essayé d'écrire. Je me suis aperçue le premier jour que je ne savais même plus écrire une phrase. Parce que quand on se dit pour la première fois je vais écrire un roman, le stylo vous tombe des mains. Un roman, comment? Une phrase, il y a un sujet, un verbe, un complément. Et puis une fois cette perturbation passée, je me suis rendu compte qu'on y prenait grand plaisir. Alors je ne sais pas si mes pauvres lecteurs, qui ne sont certainement pas aussi nombreux que les vôtres et pour cause, ils trouvent du plaisir, mais moi je trouve du plaisir à les écrire. Donc vous, c'était la honte, le point de départ, vous l'ennui, merci. Oui. Alors, ça sonne un peu baudelairien. Oui, là. Complètement. Complètement. Alors Walter City, vous venez d'en parler, vous avez créé au fil de vos livres un alter ego qui s'insère dans le roman et qui en détermine aussi la construction. Concrètement, par exemple, pour expliquer à notre public qui ne vous aurait pas lu, dans Résister ne sert à rien, ce Walter, parce que vous lui donnez votre prénom également, oui. Il est professeur comme vous et mandaté par un mafieux, Tommaso Arrico, pour rédiger son autobiographie. Dans La Contagion, ce même Walter, donc votre alter ego, observe les Borgates et les banlieues romaines comme un écrivain et sociologue, voire un anthropologue, et les vit aussi par l'intermédiaire de Marcello, son amant culturiste. Donc la mise en abîme est permanente. Une question d'abord sur la construction des livres, avec ses prologues, ses interpellations au lecteur, l'alternance du narratif et de l'introspection. Est-ce que c'est ce Walter qui rythme véritablement le déroulé des livres? Ou est-ce que c'est le déroulé qui impose ces réflexions à Walter? Non, je pense que il y a là comme un héritage de mon métier de critique. C'est-à-dire que j'étais un peu habitué à écrire d'un style un professeur sur quelqu'un qui était un poète. Et donc j'avais déjà deux langues très différentes à manier. Et je parlais avant avec un écrivain d'ici. Moi, j'ai jamais pensé que pour trouver son écriture, il fallait arriver à quelque chose qui soit très équilibré. Moi, je préfère que les différents niveaux du langage se rencontrent et se fassent la guerre un peu. C'est-à-dire que j'y mets des choses très vulgaires, très populaires, j'y mets des choses qui viennent par exemple de la poésie italienne haute, oui. et même du langage critique, c'est-à-dire des apparts qui sont vraiment des petits essais par exemple d'urbanisme dans la... Oui. Enfin, c'est un long appart. Oui, comme ce sont bon, un peu comme faisaient les grands écrivains, les grands romanciers du 19e siècle, non? Absolument. Les choses sur les baleines, par exemple, dans Melville, ou sur la presse, par exemple, dans Balzac, l'illusion perdue et tout ça. Et donc, j'ai aimé tout d'abord le roman parce que c'est un genre cannibale qui mange tous les autres genres et peut les intégrer dans la langue du roman. Ça, c'est bon, c'est peut-être mon premier choix. Maintenant, je crois que j'ai dédié une grande partie de ma vie à quelque chose que maintenant n'intéresse presque personne. Parce que, oui, bon, c'est un peu triste, mais vraiment, je pense ça. Parce qu'en Italie, au moins, j'ai l'impression que le travail sur l'écriture, sur la langue, en donnant une épaisseur à la langue même, c'est-à-dire une impression historique, une épaisseur fantastique, poétique, etc. J'avais écrit des vers avant de passer à la prose. J'ai l'impression qu'on perd l'idée que la forme, que le style que tu arrives à avoir, le style personnel que tu arrives à avoir, c'est un contenu, c'est lui-même un contenu.
Tandis que maintenant, on pense que la chose prioritaire pour le roman est ce que le roman raconte. Et que la forme doit être populaire, doit être simple parce qu'elle doit être lue par la majorité des gens et tout ça. Et je crois que ce n'est pas une chose qui va passer dans une nuit. Je crois que c'est une chose qui va rester longtemps. Il y a eu beaucoup de périodes dans l'histoire de la littérature où on ne donnait pas trop d'importance à la forme et tout ça. Et donc, bon, je me sens un peu en fin de race de ce point de vue. D'ailleurs, une question qui prolonge un petit peu ce que vous venez de dire sur les différents niveaux de langage que nous perdons un petit peu avec la traduction. Nous en parlions tout à l'heure. Oui. C'est très compliqué à traduire, justement. La langue, dans La Contagion, la langue des Borgates et le romanaccio se mêle à l'italien standard, mais également dans Résister ne sert à rien, vous introduisez le vocabulaire et la sémantique de la finance. Oui. Également. Par exemple, quand ma traductrice française, qui était une bonne traductrice, je crois, qui s'appelait Martine Gombauer, m'a fait lire l'ébauche de sa traduction, j'ai réagi comme un débile. Je lui ai dit, mais c'est tout en français. Elle m'a dit, ben oui, c'est mon métier, etc. Mais la chose que je voulais dire, c'était que dans mon livre, il y avait beaucoup de différents niveaux et que je voyais aplati tout dans ce qu'on appelait la langue de la littérature. Et je ne sais pas ce que c'est la langue de la littérature. C'est-à-dire qu'il y a les différentes langues et en travaillant sur les différentes langues, on arrive... Parce que je pense aussi que quand on dit le style, la forme, on pense surtout à la forme de l'expression. Ce que les structuralistes disaient, c'est la forme de l'expression, c'est-à-dire les fleurs du langage, la belle écriture. Mais il y a, selon les structuralistes aussi, quelque chose qui s'appelle la forme du contenu. C'est-à-dire que même la façon dont tu envisages les choses, la perspective dans laquelle tu les racontes, les degrés de la narration et tout ça, ça aussi fait partie de l'expression. Et donc, si tu abolis les styles, tu abolis ce que vraiment un écrivain veut dire, à part le fait divers duquel il est parti et tout ça. Pardon. Alors justement, sur la construction et la langue, l'utilisation de la langue ou des langues, Michel Corotti, vous avez dans Piazza Porta une alternance des langues, justement. Les titres des chapitres sont en italien, le texte est en français, et chacun des chapitres est conclu par un quatrain en langue corse, ce qui donne un rythme et une symbolique différente justement à la forme et au contenu intrinsèquement lié. Pourquoi ce choix de construction? Alors parce que mon héros vient de Pietrasanta en Italie et qu'il il y a peut-être de la poussière sous ses chaussures et les titres des chapitres rappellent son origine toujours. Il reste italien et au début du 19e siècle à Sartène, on écrit encore et on parle l'italien, y compris quand les artisans font des petites notes, puisque j'ai retrouvé des notes sur, par exemple, la construction d'un escalier, et écrit dans un italien un peu estropié. Mais je ne sais pas pourquoi je dis ça. Oui, les titres. Quant au quatrain, c'est une autre affaire. Il y a un poète sartenais qui s'appelle Guarnieri, qui a écrit une Storia sartinese qui reprend différents épisodes de cette véritable guerre que se sont menés les deux grands clans sartenais à l'occasion de la Révolution de 1830. Et c'est un long poème en quatrain. J'avais à l'origine pensé
cité ce poète corse. Et puis après, j'ai eu envie de m'immerger plus encore dans cette histoire en écrivant en français, parce que je n'écris pas le corse, mais en écrivant les quatrains en français et en les faisant traduire en sarthenais. Donc ça me semblait une façon de dialoguer entre l'italien et le corse sarthenais, et comme ça que mon héros allait raciner dans cette petite ville grincheuse qu'il rencontre un jour de 1829. Donc vous parlez le corse, mais ne l'écrivez pas. Je comprends le corse, je le baragouine un peu. Je suis absolument désolée et confuse, mais ça fait tant d'années que je suis confuse que ma confusion est peut-être feinte. Et je ne parle vraiment pas bien et je ne l'écris pas du tout. Okay. Voilà. Comme l'anglais pour moi. Enfin. Comme l'anglais pour moi aussi. Non, j'écris plus facilement l'anglais que le corse, hélas. C'est encore pire que ça. Alors, justement, Michel Corotti, vous avez écrit 4 romans dont les points communs sont de mettre en lumière à chaque fois une période méconnue de l'histoire de la Corse, mais aussi, parallèlement, de proposer une réflexion sur les rapports entre Corse et Italie. Piazzaporta, à ce titre, est peut-être le plus direct dans cette perspective, puisque, comme vous venez de le dire, votre personnage principal est un jeune Toscan qui découvre la Corse pour des raisons, parce qu'il doit fuir tout simplement la terra firma, comme on disait à l'époque. Pourquoi d'abord le choix des périodes historiques pour chacun des romans, et ces personnages, comment sont-ils arrivés? Il y a aussi ce consul d'Italie, Pietro Arrivabene, qui porte un très beau nom d'ailleurs. Pourquoi ces périodes d'abord, qu'effectivement nous ne connaissons pas forcément, et pourquoi ces personnages? Alors j'aurais envie de dire que c'est parce que j'ai mauvais esprit, ou qu'avec Philippe Peretti, nous avons mauvais esprit. C'est-à-dire que nous avons cherché les périodes dont on ne parlait pas, les périodes qui étaient hors du roman national. Alors, si on prend les 2 ans que passe le jeune Mirabeau à Bastia, c'est aussi pour dire que Bastia, cette ville génoise, s'est jetée dans les bras des Français. C'est des choses qu'on ne doit pas dire, mais c'est la vraie réalité. Puis c'était donc amusant de raconter comment ces bourgeois bastiais qui rêvent honneur, argent, commerce avec cette riche France, un tourne-casaque. Quand il s'est agi de ce seigneur Cortine qui va laisser son château de Pietralérate à sa jeune épousée, son ogresse de mer, pour aller rendre hommage à Francesco Sforza, le duc de Milan, qui a la tutelle désormais de Gênes et qui, ayant acquis Gênes, à part la même acquis la Corse, eh bien c'est une période, la période milanaise, dont on parle très peu. Et imaginez un de ces seigneurs un peu raides et hauts en couleur, là, qui descend de son piton rocheux pour se rendre à la cour très très raffinée du duc de Milan, accompagné pour son hommage d'un chien corse. Les chiens corses étaient très prisés par les hautes personnalités, les grands seigneurs italiens. C'était des chiens de guerre, hein, des machines à tuer. Et il va lui rendre hommage. Et il y a tout ce voyage en Italie et l'idée que, y compris au XVe siècle, on passait facilement en Italie et on en revenait, et qu'il n'y a jamais eu de frontière entre la Corse et l'Italie. Et puis alors le consul, qui est notre premier héros avec Philippe, c'est un consul fasciste. Donc au départ, moi j'étais un peu gênée aux entournures, parce que les Corotti, en plus d'avoir ce nom invraisemblable, qui peut vouloir dire, attention, hein, cœur brisé. Peut-être ça me ressemble plus. C'est plus joli, Michel. C'est plus joli. Mais non, mais j'aime bien l'autre. C'est pas incompatible, mais j'aime bien l'autre aussi.
Donc les Korotes, ils sont des rouges de toute antiquité. Donc raconter l'histoire d'un fasciste... Vous avez vu l'étymologie de votre nom de famille? Oui. C'est ça? C'est comme on veut. Soit cœur brisé, soit corrompu. Il faut choisir. Okay. Et donc, on a raconté l'histoire d'un fasciste italien qui arrive donc en 1935 à Bastia. Il n'est plus le jeune homme fougueux de la marche sur Rome, vraiment fier de ses convictions. Au contraire, c'est un homme un peu désabusé. Et il va tomber amoureux de la ville de Bastia, sa petite Italie, mais aussi d'une jeune femme très très mariée puisqu'elle a 3 enfants, mais qui s'appelle Venise et qui sera sa petite Italie également. Oui, des périodes dont on parle peu. On parle peu de l'influence du fascisme en Corse, de la revendication irrédente, et puis surtout, voilà, on voulait parler des Italiens en réalité. On voulait parler des Italiens de Corse, de ces Italiens qui, parfois, nous le racontons dans Petite Italie, se font tuer pour une mauvaise querelle, qui ne sont pas considérés. Et puis, alors dans Piazza Porta, là par contre, que j'ai signé seule parce que j'y voyais un peu l'histoire de ma famille et parce que je n'avais pas autant besoin de Philippe, je suis une ingrate. Je n'avais plus besoin de lui parce que j'avais toute la documentation par ailleurs. Et donc, je l'ai absolument laissé tomber. Et voilà, j'ai fait mon roman seul. Et c'est un peu l'histoire de ma famille, d'un Korote qui est venu à la fin du XVIIIe siècle, qui a construit à la Madeleine, puis dans le Sartenay, des clochers et des escaliers. Et sûrement plein d'autres choses encore. Et de ces Italiens... Franchement, de ces Lucquois, parce qu'au fond, Lucchesi fort, moi je suis lucquoise, je suis de la Versilia, je suis de Pietrasanta, donc je voulais dire à l'Italie et aux Italiens combien je les aimais. Voilà. Alors, vous l'avez dit, certains personnages dans vos livres sont inspirés de votre histoire familiale, donc il y a une base réelle et ensuite un développement fictionnel. Walter City, comment gérez-vous la frontière, ou l'absence de frontière, la porosité entre la réalité et la fiction? Vous avez notamment parlé de ce concept de réalisme impossible. Oui, bon alors... vous avez dit que, par exemple, dans La Contagion, le monsieur qui s'appelle comme moi, c'est tout simplement un témoin de ce qui arrive, etc. Et il est appelé quelquefois le professeur, il n'est pas appelé avec son nom, son prénom, mais il est appelé quelquefois le professeur et à la fin le vieux. Il est arrivé qu'à un certain moment, après la trilogie, autofictive et un autre livre qui est un peu un supplément de la trilogie, j'en ai eu marre de moi-même. C'est-à-dire que j'ai cherché à diminuer la place du personnage qui s'appelle comme moi entre les livres. Et au dernier, il y a tout simplement un camé ou quelque chose de très petit dans le livre pour ne pas perdre l'habitude, mais j'ai commencé à m'éloigner du personnage qui s'appelle Walter City, parce que c'était devenu un peu une cage, quelque chose qui me refermait dans moi-même, dans mes possibilités. Et donc, en général, je commence s'il y a quelque chose une nouvelle qui arrive par les journaux, des choses comme ça, un fait divers, qui me frappe vraiment et qui met en mouvement toute une chose qui me prend dans son tour. Surtout, j'ai l'impression qu'on a trop peur du désespoir. Et on cherche toujours à ne pas parler du désespoir.
mais on me demande toujours quelle est la lumière qu'on voit au fond du tunnel. Il n'y a aucune lumière. Et donc, je choisis les faits qui sont, selon moi, plus aptes à raconter le désespoir. C'est-à-dire à raconter que chacun a ses rêves, chacun prend la vie d'une façon énergique, mais il n'y a pas de choses vraiment consistantes qui puissent résister au cynisme, à la malchancité de l'histoire, etc. Et maintenant, vraiment, je crois que l'humanité, elle aussi, n'aura pas un très grand futur. Je crois que peut-être on va vers quelque chose qui ne sera plus l'humanisme auquel on a été habitué pour ma génération, etc., mais quelque chose qui sera peut-être comment on dit, un miscuglio, une mescolanza. Un mélange? Un mélange, oui. C'est trop tard. Un mélange de humanité et de technologie. C'est-à-dire qu'on ira vers un cerveau qui sera une part d'ordinateur, une part un cerveau biologique, tout ça. Et donc, je ne sais pas, particulièrement intéressé à tout ce qui va à l'encontre, à rebours, vers ce qu'on dit l'optimisme de la vie, que j'ai toujours pris comme une mensonge. Alors, je tiens à rassurer le public, il y a beaucoup d'autodérision et beaucoup d'humour dans vos livres également, hein. Il y a vraiment des moments où on rit, même quand les situations... Les désespoirs, c'est pas comment dire, oui. La dépression. C'est pas la dépression. Si on est vraiment désespéré, on rit. On rit beaucoup. Hein. Et ça me l'a enseigné un grand poète italien qui est Giacomo Leopardi, qui est un grand poète ironique, comique, sarcastique et tout ça. Et il est le plus désespéré que je connaisse. Alors, tout à l'heure, nous parlions de votre alter ego, Walter. Ah ouais? Oui. Okay. Ouais, oui. Et il me semble qu'il reste une sorte de personnage totalement décalé, intellectuellement et socialement, dans les milieux qui l'observent et qui le fascinent. Alors justement, une question, je parlais tout à l'heure d'écrivains disruptifs et parfois subversifs. Pourquoi cette fascination qu'on retrouve dans beaucoup de vos livres sur ces univers qui peuvent être la mafia ou les Borgate, et pourquoi cette fascination, pourquoi cette volonté d'exploration par le biais de Walter qui est à la fois extérieur à ces univers mais qui s'y immerge totalement et qui parfois même utilise des avatars puisqu'il y a des personnages comme Mauro par exemple, Mauro dans la Contagion ou Tommaso dans Résister ne sert à rien. D'une part, j'ai l'impression que c'est ce que font tous les romanciers, c'est-à-dire que dans chacun des personnages, le romancier met une part de soi-même. En plus, pour moi, c'est très difficile de me libérer de moi-même. J'ai essayé pendant toute la vie, mais la chose réjaillit un peu partout. Bon, je suis fasciné par, comme je vous disais, par la pureté de l'infamie, pour la pureté de ce qui est pollué. Et dont je vais rechercher, même dans les conditions les plus terribles, c'est qu'il y a un noyau, une étincelle de bonté, d'ingénuité et tout ça. Une des choses les plus touchantes que j'ai lues, par exemple, c'est le journal de Stavrogin à la fin des démons de Dostoïevski,
quand il sait que la petite fille qu'il a violée, elle va se suicider dans l'autre stanza, dans l'autre chambre, et il reste comme hébété à voir une petite araignée rouge qui évolue sur le mur. Et donc, c'est ce mélange de horrible méchanceté, parce qu'il a fait ce qu'il a fait auparavant, et la possibilité de n'être plus un homme, mais d'être quelqu'un qui se transpose dans cette petite araignée, me fascine beaucoup. C'est une façon de sortir de l'humanité, comme si, en faisant tout le pire que l'humanité laisse, concède, qu'on fasse, c'est une manière pour en sortir, pour ne pas être vraiment un homme. D'où cet intérêt pour ces univers-là, où on pousse jusqu'au point ultime, la transgression. Pour le crime, oui. Ça, je ne sais pas pourquoi, parce que je suis un bonhomme absolument terrible. J'aime la vie, je suis très curieux de la vie et tout ça. Mais quand je commence à écrire, c'est la perspective qui m'intéresse le plus. Bon, peut-être... une des raisons, c'est qu'on est vraiment noyé d'une vague de banalité, de ce qu'on doit faire pour être un citoyen parfait, etc. Je ressens un peu de répulsion pour tout ça. Mais puis, enfin... Je reviens à ce que je disais. C'est une question de style, de manière d'écrire. Le style à travers lequel je vois le monde, c'est un style plein d'accidents. C'est un style qui est quelquefois très vite, mais quelquefois très lent. C'est une manière toujours de voir les choses transversalement et pas frontalement. Et donc, avec ce style, je ne pourrais pas raconter les bonnes histoires qu'on raconte dans les partis politiques ou dans la religion, mais j'ai besoin de raconter quelque chose qui adhère à ce rythme. C'est une chose peut-être encore plus que ce que j'ai dit, le mal et tout ça, une certaine, une certaine complaisance aussi, non, parce qu'il y a aussi évidemment une rhétorique du mal, on le sait. Bien sûr. Ouais. Plus que ça, c'est vraiment un rythme de m'intéresser, de plonger dans les choses, de manger les choses et de m'en retirer en même temps. Ce rythme, ça me dirige plus vers les choses que vous dites que vers la bonne éducation. Oui, il y a aussi une polarisation ou un intérêt pour l'argent non pas en tant que tel, mais comme forme métaphorique et comme sorte de... L'argent est le roi du monde. Voilà. Bon, c'est ce que vous développez, c'est un propos que vous développez c'est ce que dit Faust quand il dit pourquoi acheter des chevaux si avec l'argent, pourquoi courir trop vite si avec l'argent je peux acheter des chevaux, etc. Oui, et vous dites que justement, c'est aussi une des façons pour l'Occident en tout cas, d'avoir réussi ou d'essayer de construire une société sans Dieu. Vous écrivez dans Tropi Paradis, je vous cite, « Le grand projet de l'Occident, l'unique homme qui le distingue de toutes les sociétés humaines, est l'ambition de construire une société sans Dieu. Oui. Et le consumérisme, donc par le biais de l'argent, pourrait être un des moyens. » On parlait juste ce matin de la religion. Oui. Je crois vraiment que, par exemple, si on lit Dante, et si on enlève Dieu, Dante est absolument incompréhensible. On ne peut vraiment rien comprendre de Dante si on enlève Dieu. Mais on peut tranquillement lire, je ne sais pas,
Histonellis ou Emmanuel Carrère ou des très bons écrivains maintenant, on peut enlever Dieu et il y a peut-être des petites choses qu'on ne comprend pas, mais le gros de l'œuvre, on le comprend très bien. Et donc, Dieu est vraiment mort. Une réflexion, peut-être, Michel Corotti. Dieu est mort, mais le mal est bien vivant. Moi, ma muse est malingre, donc elle n'affronte pas de face les pires turpitudes de la vie. Quand elle les affronte toujours avec la même volonté d'ironie et de distance, ce qui fait que dans le roman où j'ai voulu être la plus cruelle, j'ai ajouté un meurtre, non, un matricide à un viol. Là, je me suis dit, j'arrive à mon apogée, c'est l'acmé de ma carrière littéraire. On doit partir du matricide. Le matricide et le viol. Mais j'ai un peu reculé. Pour le viol, il la viole un peu, enfin, si tant est que ça existe, mais il l'épouse. Et pour le matricide, peut-être a-t-elle perdu l'équilibre et est-elle tombée toute seule? On ne sait pas. Mais le fait est que j'ai le désir, moi, de me bronzer l'âme, d'avoir une âme d'airain et d'aller vers le mal et de l'affronter. Mais en réalité, je suis une petite chose. Donc, devant l'obstacle, je renacle et je m'arrange toujours pour ruser avec l'horreur. Que Proust a été censuré sur le Figaro littéraire quand il a écrit Le sentiment filial d'un parricide, parce qu'il y avait un exergue qu'il avait mis et que le Figaro a ôté, qui disait il faut se rappeler que la tombe d'Oreste, c'est un des monuments les plus respectés en Grèce. Mais moi, je suis pour qu'on tue les mères, donc je l'ai tué aussi volontairement. Hein. J'ai une grande méfiance pour les mères. J'en suis une, hein. Mais oui, c'est en tout cas la présence du mal forcément à l'œuvre. Dans les romans historiques que j'ai écrits, le fait de se situer dans l'histoire, j'ai l'impression que ça, justement, ça permet une lumière. Parce que, par exemple, mon Italien de 1830, il croit en l'unité de l'Italie, croit que les choses vont aller formidablement bien. C'est un carbonaro, etc. Ce qui doit arriver maintenant. Voilà. Alors, du coup, moi, quand j'écris avec lui, je le crois aussi pendant un moment. Ouais. Donc c'est bien le roman historique pour ça, parce qu'on échappe à son temps. Il y a une écrivaine italienne qui s'appelle Silvana Grasso, qui a écrit un roman sur l'époque fasciste en Sicile, où il y a la protagoniste qui tue justement un podestat, un podestat du fascisme. Oui. S'appelle, je crois, L'ora del lupo, le roman. Oui. Alors, vous parliez de ce personnage Giovanni Bonuccelli, donc dans Piazza Porta, qui a cette soif d'absolu qui est traduite par son engagement politique. C'est une notion qu'on retrouve dans beaucoup de vos livres, cette notion politique, et notamment cette notion liée aux classes sociales. Clairement, dans Piazza Porta, par exemple, il y a les notables d'un côté, qui sont d'un certain camp, enfin ils sont même divisés hein, dans le roman, et puis il y a ces artisans qui arrivent, qui se mêlent aussi aux classes populaires corses, et qui entreprennent d'évoluer. Pourquoi enfin, c'est peut-être consubstantiel aussi des romans historiques, en tout cas de beaucoup d'entre eux. Pourquoi cette notion pourquoi cette présence de la notion politique, de la notion de classe sociale et dans une thématique d'affrontement? Parce qu'on est dans ces romans, et faute d'avoir pu moi-même, quand j'étais petite, j'avais lu La mère de Gorky, et j'espérais mourir comme ça. Dans une manifestation. Oui, je suis revenue sur ces souhaits un peu ineptes,
je suis du côté de mes personnages qui veulent que les choses bougent, que les plus petits ne soient pas écrasés. J'ai le souvenir, je n'ai pas connu mon grand-père, mais on me l'a tellement raconté, qu'il avait obtenu le litre de vin pour l'ouvrier dans le Sartenay. Et donc, à la mémoire de Pépé Paul, qui a obtenu le litre de vin, moi, dans tous mes romans, je me bats du côté des journaliers, des ouvriers et des gens du peuple, de leur dignité, de leur grandeur. Et c'est pour ça que je dis que c'est parce qu'aussi je peux replacer tout ça dans le passé. Ouais. Parce que si je racontais une histoire actuelle, je ne sais pas comment je m'en sortirais. C'est dur. Ça serait très très difficile. Chez vous aussi, Walter? Je pense peut-être que si j'irais en enfer, c'est presque sûr, c'est pourquoi je n'ai jamais réussi à me contenter des petites consolations. Alors, chez vous aussi, Walter City, il y a cette dimension, je dirais, politique et sociale. Il y a notamment, à un moment donné, dans plusieurs livres, mais notamment dans Résister ne sert à rien, et même dans La Contagion, cette immersion enfin, cette confrontation, en tout cas cette mise en présence de deux milieux complètement différents, à travers des personnages, hein, notamment les personnages de Mauro et de Tommaso tombent tous les deux amoureux de deux intellectuels, professeurs, Lucia et Edith, si je ne me trompe pas, et un des personnages dit qu'ils ne parlent pas le même vocabulaire. Ils sont des bourgeoises. Oui, absolument. Cette dimension sociale donc est aussi présente, et on a souvent parlé à propos de La Contagion, qui se situe donc dans ces banlieues romaines chères et familières de Pier Paolo Pasolini, dont on sait qu'il a occupé une place importante chez vous. Ce qui est intéressant dans le long développement sociologique, anthropologique que vous faites dans la deuxième partie du livre, c'est que vous arrivez à la conclusion exactement inverse. Opposée, oui. Opposée de celle de Pasolini. Oui. Bon, dans chacun de mes romans, je crois, j'ai cherché un milieu qui était, par exemple, l'université dans Leçons de nu, c'était la finance dans Résister ne sert à rien, c'était la télé, par exemple, dans Troppi Paradisi, oui, qui malheureusement n'a pas été traduit, je ne comprends pas pourquoi. C'est une trilogie, si tu commences à traduire, ça fait... Bon, enfin. Et par exemple, c'est d'autres milieux encore, c'est les Borgate dans La Contagion, etc. Et dans tous ces milieux, j'ai cherché ce qui ne marchait pas. C'est-à-dire, par exemple, dans l'université, moi j'ai étudié dans une des meilleures universités, je crois, d'Italie, que c'est l'école normale fondée par Napoléon, justement. Mais malgré tout, j'ai vu que même dans cette université, par exemple, le pouvoir comptait beaucoup plus que la culture. La télé, j'ai vu que ça a été peut-être une des choses qui a empiré le plus la culture en Italie, parce que on n'était plus capable de distinguer entre ce qui était réel et ce qui n'était pas réel. J'ai travaillé dans l'industrie de la télé pendant une période très brève, mais par exemple, on allait parmi les gens, on trouvait des histoires et puis on les télévisionnait. C'est-à-dire, ils usaient ce verbe terrible, télévisionare, c'est-à-dire qu'on les pliait aux exigences du public. Et alors ils disaient, bon, votre mari est malade, est-ce qu'on peut dire qu'il est mort? Ben oui, il est mort. Pour aller à la télévision, on changeait tout ça. Et alors j'ai vu quel était vraiment le mal que la télévision était en train de faire. Et pour la finance aussi, et tout ça. Pour ceux qui se rapportent à La Contagion, au Borgate, je n'ai pas pensé à Pasolini d'abord.
ce qui paraît un peu impossible parce que c'est son milieu, tout ça. Mais c'est pas ma faute si l'homme que j'aimais passionnément dans ce moment vivait dans la bourgade. Je jure que s'il avait été un riche bourgeois et qu'il vivait à Parioli, j'aurais écrit sur les Parioli peut-être. C'est-à-dire, je n'ai vraiment pas pensé à ça. Je pensais à être le plus proche possible au milieu dans lequel l'homme que j'aimais vivait. Ça, c'était important pour moi et c'était important de reproduire ses mots, sa façon de parler et tout ça. On m'a dit, bon, ça n'a pas été un choix très, très rusé, parce que tous penseront Pasolini. Mais s'il parlait napolitain, j'aurais fait napolitain, mais c'était comme ça. Et alors, depuis, quand j'ai commencé à réfléchir, parce que je ne suis pas totalement stupide, j'ai vu évidemment qu'il y avait du Pasolini, mais c'était du Pasolini à l'envers. C'est-à-dire que, tandis que Pasolini pensait que petit à petit, toute l'humanité arrivait à être bourgeoise, ou petite bourgeoise, et qu'il y avait une sorte de ce qu'il appelait une homologation. Moi, j'avais l'impression que la bourgeoisie en Italie, ou pour mieux dire la petite bourgeoisie en Italie, c'était en train de borgatizzarsi, de devenir comme les borgataires. Et donc, c'était un mouvement contraire. Parce que, par exemple, c'est typique du borgataire de ne pas penser au futur, de ne pas penser au futur de ses fils et de tout ça, parce que tout est au hasard. Et c'est exactement ce que la petite bourgeoisie en Italie a commencé à penser il y a une vingtaine d'années. Et même au point de vue sexuel, par exemple, mes prostituées, les gens qui sont dans la contagion, sont absolument opposés aux ragazzi di vita. Mes prostituées sont des gens qui vont dans le gym se faire en physique, comme on dit, pour vendre son corps. Tandis que les ragazzi di vita n'y avaient jamais pensé, ils étaient comme s'ils étaient. Si le monsieur voulait acheter, bien, ou sinon, pis pour le monsieur. C'est vraiment une façon de rapporter le corps et l'argent qui est absolument opposée. Tu te prépares pour te vendre. Pas tu te vends, si ça va, et puis tu fais des choses. Il y a aussi le rapport à l'image. Oui. Le rapport à l'image induit par l'argent. Tu vends plus l'image que ton corps, vraiment. Absolument. J'ai parlé, je devais faire un film avec Garrone qu'on n'a pas fait, et il y avait beaucoup de filles que, en pensant de devenir actrice de Garrone, venaient nous voir et racontaient ces histoires, etc. Et beaucoup d'elles, elles disaient, moi je ne me considère pas une prostituée parce que je ne vends pas mon corps, je vends mon image. Et donc ma prestation, c'est plus une prestation d'actrice que de prostituée. L'un de vos livres, nous parlions d'image, mais on en arrive au cinéma. Vous avez parlé de la télévision qui est très présente dans beaucoup des livres en question, comme aussi dans Troppi Paradisi, c'est central. C'est central, et puis aussi comme symptomatique aussi de l'Italie contemporaine. C'est aussi une image de l'Italie contemporaine. Pas maintenant. Pas maintenant, mais non. En tout cas, maintenant, par rapport j'ai l'impression que la télé, c'est une chose plus pour les malades et pour les vieux. Les jeunes ne regardent plus la télé, même comme électrodomestique, parce qu'ils font tout sur il y a d'autres vecteurs, téléphone, il y a d'autres vecteurs d'image, bien etc. entendu. Absolument, absolument. Alors, je voulais vous poser une question aussi sur Michel Corotti. Nous avons évoqué Artemare tout à l'heure. Vous avez créé avec Artemare le prix Ulysse en 2001 parmi les lauréats Arben Gelun, Jean-Noël Pancrazzi, Pierre Assouline, et pour les Italiens Eri De Luca et Alessandro Baricco, par exemple.
Pourquoi avoir voulu créer un prix littéraire dans le cadre d'un festival de cinéma? Et j'aurais une question en miroir pour vous, Walter City, à propos du prix Strega. Alors peut-être Michel Corotti, je vous la poserai quand elle aura répondu. Mais à propos de quoi? C'est-à-dire, je vais poser une question à Michel qui a créé un prix littéraire, et ensuite votre sentiment par rapport à la réception du prix Strega et la façon dont ça a pu influencer ou pas la suite de votre carrière littéraire. Michel, d'abord, sur ce prix. Bien, sans doute parce que je crois qu'on peut tout oser. Donc nous avons osé créer un prix littéraire et osé l'appeler prix Ulysse, ce qui est quand même un chouïa prétentieux. Et nous avons eu la chance de le donner dès la première année, par exemple à Jorge Semprún, et ensuite de voir venir à Bastia tous les ans de très grands écrivains, dont en effet de très grands écrivains italiens. Et puis l'an prochain, nous allons donner le prix à Milena Gus, en partenariat d'ailleurs avec Racines de Ciel. Donc oui, c'était le bonheur de faire venir à nous des écrivains que nous admirions intensément. Et il y a comment dire, il y a une fidélité, puisque cette année nous allons ouvrir le festival avec un très beau spectacle musical de la Camerata Figarella, adapté d'une œuvre de Barrico. Donc voilà, c'est pour nous un compagnonnage prestigieux. Et c'est vrai que le festival est un festival du film, mais parfois d'un roman à un film. Hein, d'ailleurs, il n'y a qu'un scénariste pour... Absolument. D'ailleurs, Walter City, je crois que la Contagion a fait l'objet d'une adaptation cinématographique. Je n'ai pas aimé, absolument. J'allais vous poser la question. Non, je n'ai pas aimé parce que pour moi, le roman, c'était surtout un roman d'amour. dont j'ai connu les Borgate parce qu'il habitait là et dont je le suivais en cherchant la cocaïne, tout ça, et j'ai connu ses amis et tout ça, tandis que les metteurs en scène ont voulu faire un roman social. Et ils ont eu peur du rapport homosexuel entre le protagoniste Marcello et le vieux. Et alors, j'ai considéré que c'était vraiment un film qui ne se rapportait pas à mon livre, mais au contenu un peu de mon livre, mais rien que ça. Et pour le prix Strega, pour le prix Strega, pour être vraiment sincère, j'ai l'impression qu'on m'a donné le prix Strega pour le moins réussi de mes romans. Parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Morgan qui est complètement raté. Et je n'ai pas réussi à le rendre meilleur. Peut-être c'était un prix à la carrière, comme on dit. Et il n'a eu donc aucune influence sur ma manière de penser à mon écriture et à moi-même, etc. Sinon économique. Parce que l'année depuis, j'ai reçu une bonne somme et quand la dame qui fait ce métier pour moi m'a dit, bon, tu as XX, j'ai répondu, mais ce sont pour moi, toutes pour moi. Elle a dit, ben oui, si tu veux, sinon je peux tenir une partie de ça. Et le monsieur qui a un magasin de légumes et de fruits a commencé à me regarder d'une façon différente. Alors, si vous êtes d'accord tous les deux, peut-être pour conclure cet entretien, pourrions-nous lire un passage de chacun de vos livres. Michel, je vais vous laisser choisir un passage de Piazza Porta. Et Walter City, la fin.
J'avais des lunettes, mais je les ai oubliées à l'hôtel. Enfin, j'espère y arriver. Peut-être l'arrivée à certaines, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça donne la tonalité du livre. Oui, à partir de quoi? Oui, Michel? C'est moi qui... Oui, oui, oui. Dio ci penserà. Quand la nuit venue, il parvient aux abords d'un pont, en contrebas d'un rude escarpement, une lune écornée dessine en grisaille des fantasmagories. Il met pied à terre, conduisant le cheval par la bride. Il lève les yeux. La cité se dresse, menaçante, construite sur d'énormes blocs rocheux. Il suit le chemin qui contourne la ville haute et arrive devant les abruptes façades des premières maisons. Qu'il s'en trouve de telles est en soi une bonne nouvelle, tant il a eu l'impression d'une forteresse d'un seul tenant. Mais à qui s'adresser pour un renseignement, les portails massifs étant tous pareillement clos? Se fiant à son intuition, il s'engouffre dans une ruelle d'aspect moyenâgeux, débouche sur une place modeste où il distingue un arbre au tronc massif dont le feuillage d'une exceptionnelle envergure épaissit encore l'ombre ambiante. Il enfile une venelle à main droite, les fers de sa monture claquent sur les pavés, le chien le précède, faisant mine, comme tous ses semblables, de connaître la destination de son maître, puis revenant, marcher dans son ombre. Où sont passés les gens? Par une si belle soirée d'été, ne devraient-ils pas déambuler dans les rues, bavarder, rire, boire et chanter? Ils passent devant ce qu'ils identifient comme des échoppes, mais fermées par de lourds volets de bois et des grilles. Ni enseigne, ni panneaux. Si l'on y pratique le commerce, c'est sans étalage. Charmant accueil pour un visiteur. Il se morigène, allons, peut-il faire grief à la cité de n'être qu'un dédale de ruelles sombres? Il n'est pas dans une ville d'eau, mondaine comme San Giuliano et ses thermes. Il voit alors se découper au bout de la rue une voûte, vaguement éclairée comme une gueule ouverte. En la franchissant, il débouche sur une sorte de maille ou de place publique. 3 silhouettes empaquetées de nuit glissent entre les arbres, des vieilles femmes, sauvées. Il va pouvoir demander son chemin. Mais quand il les hèle, courtoisement, elles s'enfuient de toute la force de leurs antiques jambes dans un froissement d'étoffe et un piétinement de souris. La colère le saisit, il ne va pas errer indéfiniment dans ces rues inhospitalières. Il choisit pour déjouer le sort de tourner cette fois vers la gauche. Un chemin assez large s'ouvre. Levant les yeux, il devine à son profil fantastique une autre masse rocheuse, apostée en sentinelle, fragment d'un chaos originel, défie à sa négligeable présence humaine et n'est pas loin de se croire victime d'un envoûtement. Il avance prudemment. Il discerne enfin, un peu plus loin, quelques personnes prenant le frais devant leur porte. Il soupire de soulagement. Sur un banc, un homme âgé somnole et un couple le regarde d'un air ébahi. Il se découvre pour saluer, demande qu'on lui indique la maison Guarnieri. Je peux peut-être m'arrêter là. C'est l'arrivée de mon héros à Sartène et il est un peu, on va dire, dépaysé. Alors, je vais vous lire les derniers paragraphes de La Contagion que nous allons peut-être recontextualiser. Le personnage, Walter. Oui, alors le personnage, Walter, comme on dit, c'est un témoin de la vie qu'on vit dans un bâtiment situé dans les Borgate. Et il raconte la vie un peu comme Perec, la vie mode d'emploi, c'est-à-dire il raconte la vie appartement par appartement dans 3 étages, et donc ce sont 6 appartements.
Et dans un de ces appartements, il vit l'homme qu'il aime avec sa femme. Et dans un autre, il vit son ami premier. Et puis, il y a des couples différents et tout ça. Et le dernier paragraphe, c'est un paragraphe dans lequel personne de ceux qu'il a aimés ne vit plus dans l'appartement parce qu'ils se sont transférés. Dans l'appartement vivent des Roumains maintenant. Et bon, c'est ça, il va encore faire un pèlerinage un peu inutile dans les alentours du bâtiment, et des jeunes Roumains le voient ces vieux qui se promènent inutilement. Alors le paragraphe commence par ses réflexions personnelles. Hein. Les sociologies tombent en morceaux, énumérer ne suffit pas. Seul un esprit libéré des obsessions pourra en dessiner une carte raisonnée. Jadis, ma théorie était que le monde entier était en train de devenir gay. Aujourd'hui, ma théorie est que le monde est en train de devenir une immense borgate. Mais peut-être n'est-ce que, pense le vieux en s'acheminant vers la vie à Vermeer, parce que je n'ai pas eu le courage d'admettre que pour moi, un borgataro gay était devenu le monde entier. On raconte que les renards effacent leurs propres traces avec leur queue pour ne pas être débusqués par les chasseurs. Le vieux est terrorisé à l'idée que quelqu'un lui adresse la parole, ou pire, de devoir s'adresser à quelqu'un. Il rase la grille métallique et garde les yeux baissés tandis qu'il s'approche de l'immeuble. Mais il n'y a pas de danger, personne ne s'occupe de lui. Il se souvient de Yago, le chien, hein, qui, le voyant rarement, réprimait un grognement, puis se pissait dessus d'émotion. Après le magasin d'articles de sport, il s'arrête pour observer une bande de gosses occupés à crocheter un distributeur de capotes. Le plus hardi est un Roumain de 13 ans. Il s'appelle Nicu. Il prend brutalement le vieux à partie, ignore ses justifications. « Allez, allez, le hospite-t-il, rentre chez toi, va. Il y a la mort qui te cherche et tu te promènes. » Voilà. Merci à vous deux.